Notre invitée dans la grande interview, c'est Eva Berneke. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale d'Eutelsat. On le rappelle en quelques mots, un opérateur européen de satellites basé en France, le deuxième plus important dans le monde, près de 1100 collaborateurs, 36 satellites en activité et environ 45 ans d'existence. Je pense que mes chiffres sont toujours globalement bons. Toujours bon. Toujours bons. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, j'allais dire, pour le grand public finalement, de comprendre d'une certaine manière ce que vous faites très concrètement, très précisément. Quelle définition aujourd'hui vous donnez, vous, à Eutelsat, à votre entreprise? Eutelsat est un opérateur de satellites. Et opérateur, ça veut dire qu'on opère un réseau de satellites. Un peu comme Orange opère un réseau mobile ou un réseau fixe. Et notre réseau a la particularité d'être à 36 000 km au-dessus de la Terre. Ça tourne autour de la Terre. Alors, c'est notre réseau. Ça coûte cher, même si d'autres réseaux coûtent cher aussi, mais on opère ce réseau-là. Ça veut dire qu'on est construit par les satellites, on ne construit pas les lanceurs, on achète des lanceurs chez Arianespace ou chez SpaceX, on achète des satellites chez Thales ou chez Airbus, et on construit notre réseau. Après, on le opère, on a des clients qui nous achètent de la capacité sur ces réseaux-là. Ça peut être un Canal+, qui nous achète de la capacité pour distribuer leur chaîne télé vers les maisons, les foyers qui reçoivent la télé Canal+, les bouquets payantes. Ça, c'est une grosse partie de nos clients qui sont les bouquets payantes, qui ont besoin de distribution à travers des satellites. C'est ce que vous appelez, je vous coupe, c'est ce que vous appelez le broadcast, c'est ça? Les broadcasts, voilà, donc ça, c'est 60% globalement de l'activité. C'est à peu près 60%. Ça a été un marché très porteur pour tous les opérateurs de satellites. Le développement des Canal+, et du Sky, qui avaient besoin d'une distribution partout. Et les clients montaient un petit capteur sur leur Altana ou sur les toits pour recevoir les bouquets payantes. Ça, c'est un peu près... Ça, c'était l'activité historique, effectivement. Et maintenant, vous avez développé aussi d'autres activités. Alors maintenant, c'est développer vraiment la connectivité. Parce que comme on le sait tout, une grosse partie de la manière qu'on regarde la télé aujourd'hui, c'est à travers du service de streaming comme les Netflix ou HBO. Et là, on a besoin d'une connectivité broadband. Alors on achète des connectivités broadband. Les marchés de connectivité est vraiment en train de se développer. Pas uniquement la connectivité fixe dans les zones blanches, parce qu'en fait, la satellite, c'est une très bonne manière d'avoir le broadband là où il n'y a pas ni les fibres, ni les 5G, ni même les bons vieux cuivres. Bien sûr. Alors là, on peut utiliser les satellites pour avoir ces zones couvertes. Et même en France, ces zones couvertes, c'est 4% des foyers. 4% de foyers n'ont pas une connectivité et ne probablement pas avoir du fibre demain matin. Donc, alors là, la satellite est bien. En plus, la mobilité, connectivité en mobilité, si vous êtes sur un train, sur un avion, sur une croisière. Là, la capacité de connectivité, si vous voulez regarder du Netflix plutôt que regarder... Le Wi-Fi se fait à partir de vos satellites, d'une certaine manière. C'est ça. Alors, puisqu'on est effectivement dans ces chiffres, on parlait des répartitions notamment, un petit mot effectivement sur les résultats du premier semestre. C'est un exercice décalé que vous venez de publier. 573,8 millions d'euros, environ 0,3% de croissance. Est-ce que c'est une stabilité plus, on va dire, que vous aviez envisagé et qu'est-ce qui ne vous permet pas peut-être finalement de faire une croissance plus forte malgré le fait que vous ayez atteint vos objectifs? Alors, c'est exactement là où on s'attendait. Alors, ça veut dire que c'est dans nos objectifs et ça, c'est déjà bien. Mais comme vous le dites, ce n'est pas une énorme croissance. Et c'est parce que sur nos deux marchés, si on parle du broadcasting et du connectivité, on a un marché qui est un peu en déclin, la partie vidéo, et l'autre marché qui est en train de croître. Alors, on a un qui est sur une transition de modèle. C'est une transition de modèle vers la connectivité. On appelle ça chez nous notre pivot télécom, pivot vers la connectivité. Parce qu'en fait, les marchés des vidéos, c'est un déclin avec 4, 5, 6%. Par rapport à un marché de connectivité qui est en train de croître à 10%. Comme c'est encore un peu plus petit que les vidéos, 60-40, dans 2-3 ans, ça va basculer. Et c'est ce qui explique aussi peut-être la dégringolade que vous avez sur le résultat net, 52 millions d'euros, 68% de chute. Ça aussi, vous l'aviez anticipé? Oui, on l'a prévu et c'est parce qu'on a eu 6 mois où on a eu beaucoup de choses à faire. On a lancé pas moins des 4 satellites. Un très gros qui va faire la connectivité, qu'on a lancé des Kourou avec Arianespace, qui va en fait faire de la connectivité sur l'Europe et Afrique.
et on disait couverture de zone blanche là-bas. On a lancé 2, on appelle ça les hotbirds, pour les vidéos, les broadcasting, et une dernière qui va faire la mobilité. Alors ça, on a eu 4 lancements, c'est du jamais vu pour Eutelsat au moins, de faire 4 lancements en 6 mois, et avec ça, beaucoup d'activités aussi, des préparations de ces satellites-là. Et principalement, c'est des lancements pour des services télécoms. Il y a 2 pour les télécoms et 2 pour la vidéo. Parce qu'en fait, une satellite, ça dure à peu près 15 ans. Alors, au bout de 15 ans, il faut lancer une nouvelle. Vous maintenez malgré tout vos objectifs justement annuels à, je crois que c'était 15 à 1 milliard de chiffre d'affaires. Comment vous comptez y parvenir? En fait, on a beaucoup de contrats qui durent longtemps. Alors, on a une bonne visibilité sur tout ce qui est satellite en géostationnaire. C'est notre business, on revient sur OneWeb qui se développe un peu différemment. On en parlera dans un instant, effectivement. On va en parler. Mais dans les géostationnaires, on connaît très bien nos contrats. On a des contrats qui sont stables et on se développe sur d'autres marchés. Alors, on a une bonne visibilité sur l'année à venir. En plus, on sait aussi qu'avant que cette capacité-là peut être allumée, on ne va pas arriver à vendre beaucoup plus. Et on sait qu'on allume une grosse partie de cette capacité-là en été. Oui. Et ça veut dire que ça va plutôt être de la croissance pour l'année prochaine. Alors, ce qui pénalise aussi un petit peu l'entreprise, et maintenant peut-être depuis aussi plusieurs années, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce que vous avez été contraint notamment de cesser la diffusion de chaînes de propagande russe. Ça, c'était il y a quelques mois maintenant en Europe, mais aussi en Russie. Donc, ça a un impact, il y a une quinzaine de millions d'euros, c'est ça, sur votre chiffre d'affaires. Alors, on ne va pas refaire le film, mais c'est vrai que votre entreprise, elle a été d'une certaine manière un petit peu prise à partie dans la diffusion de cette propagande. Pourquoi est-ce que vous aviez à l'époque, en l'occurrence, attendu, j'allais dire, une réglementation très précise, un ordre très précis pour exécuter la demande des autorités? Parce que si, pour le repréciser, ce qu'on vous reproche un petit peu, c'est de ne pas l'avoir fait finalement dès les premières journées, minutes du conflit. Oui, et c'est vrai que tout ce qui touche à la sensibilité de la communication et tout ce qui est médias, on a toujours eu cette politique de dire c'est pas nous qui nous porte juge là-dessus. Oui. On suit toutes les réglementations de ARCOM ou de la France ou Europe qui nous imposent des sanctions. Mais on n'essaye pas nous-mêmes de refaire le travail de tous ces... D'être juge et arbitre. Non, on n'essaye pas. On dit, et c'est aussi avec nos clients, on est très clair avec eux, on dit autant que vous n'êtes pas sanctionné ou il n'y a pas des sanctions contre vous, on peut porter vos chaînes, même si c'est en Égypte ou en Turquie ou même en Iran. Les moments qu'il vient une sanction, on les enlève. Et c'est très clair avec nos clients, ils apprécient vraiment cette clarté et cette transparence qu'on a, mais on n'essaye pas d'avoir une deuxième opinion nous-mêmes, parce que ça va ouvrir la porte pour plein des bonnes idées, des gens qui n'aiment telle chaîne, on porte plus que 7000 chaînes chez Eutelsat, et ça veut dire que si moi j'avais à avoir un jugement sur chacun de ces 7000 chaînes, déjà au nombre des langues, je vous épargne, mais il faut vraiment avoir des gens qui regardent tout le temps ces chaînes-là pour les regarder. On a eu des questions avant sur des chaînes, surtout en Afrique et Moyen-Orient, et là c'est très utile pour nous et surtout utile pour nos clients d'avoir une politique assez claire. Donc c'est une clarté qui effectivement, on disait, vous a coûté effectivement une quinzaine de millions d'euros. Est-ce qu'on peut juste réexpliquer quand même pourquoi c'est l'ARCOM en France qui a eu la capacité d'intervenir sur l'interdiction d'une chaîne russe en Russie? En fait, c'est une très bonne question parce que ARCOM, c'est le régulateur du média européen. Oui. Parce que ce que vous avez coupé, je le précise, mais vous avez coupé les chaînes russes en Europe, mais aussi depuis la Russie. Oui. Alors en Russie, on peut la regarder par d'autres moyens, me semble-t-il, mais en tout cas plus via des satellites Eutelsat. Alors ARCOM s'impose contre certaines chaînes qui répondent de la propagande. Et il pointe sur une chaîne précise, il dit merci de ne plus porter cette chaîne-là. Oui. Ça, c'est une partie des sanctions. Une autre partie des sanctions est en fait venue de la Commission européenne qui nous a dit merci de ne plus faire business avec ces gens-là. Alors là, il y a un vrai travail, presque des détectives, d'aller dire un tel monsieur qui est maintenant sanctionné, quelles sont les entreprises et éventuellement des entreprises, des médias qui contrôlent des chaînes, ou c'est lui qui décide. Parce que et là, c'est un vrai travail chaque fois qu'il y a imposé une nouvelle sanction, de dire, oh là, est-ce que cette personne-là a quelque chose à faire avec un certain nombre de chaînes, et dans ces cas-là, on les enlève. Mais vous continuez de travailler avec la Russie aujourd'hui? On continue, on a des clients en Russie qui distribuent, aujourd'hui, c'est essentiellement
c'est plus du tout des chaînes news, on les a enlevées tous, mais des chaînes des plus thématiques, des enfants, du sport, des films. Et là, on porte encore ces chaînes thématiques en Russie pour les Russes. En Russie pour les Russes, effectivement. Alors l'autre actualité un peu plus réjouissante, on va le dire comme ça, c'est la fusion qui se prépare avec OneWeb. On rappelle l'activité de OneWeb peut-être et l'objectif de ce rapprochement. Alors, Eutelsat, c'est un opérateur en géostationnaire. Ça veut dire qu'on a des satellites qui sont à 36 000 km de la Terre et qui est très bien pour la distribution vidéo. Mais ça prend à peu près 600 millisecondes, une demi-seconde, d'aller faire l'aller-retour là-bas pour un signal. Ce qui est déjà pas mal à 36 000 km. C'est déjà pas mal, c'est assez rapide, mais quand même, si on fait du gaming, c'est long. Hein. Alors, pour certaines utilisations dans la connectivité, on a besoin d'une latence plus basse. Alors, solution simple, on ramène des satellites plus proches à la Terre. Alors, c'est ça qui se développe actuellement. On appelle ça les constellations en orbite basse ou du LEO, Low Earth Orbit. Et c'est ça qui en fait est en train de développer Elon Musk avec son Starlink. Et même Jeff Bezos de Amazon a aussi un projet en cours. Et OneWeb fait du LEO et vous faites du GEO, c'est ça. Entre guillemets. Justement, qu'est-ce que cette ambition, en l'occurrence, de se rapprocher, dit effectivement aussi du changement du marché qui est en train de s'opérer? Pourquoi aujourd'hui, un très gros comme Eutelsat a besoin de se marier, de se rapprocher de OneWeb? Parce qu'on dit qu'en plus que notre réseau en géostationnaire, qui porte beaucoup de capacités et on est assez efficace au niveau des coûts de capacité, on a besoin aussi de proposer à nos clients de la capacité avec une latence basse. On a besoin de deux réseaux. Un peu comme sur votre portable, vous aimeriez bien avoir du 5G et peut-être aussi du 3G ou même du Edge quand vous êtes plus loin. Alors on va combiner les deux réseaux pour toujours avoir une proposition d'une connectivité en latence basse, mais aussi pouvoir rajouter beaucoup de capacités des géostationnaires pour pointer ça sur les zones où on a besoin de beaucoup de capacités à un prix un peu mieux que celle que les LEO puissent proposer. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui du rapprochement? Ça a quand même été un petit peu une histoire tumultueuse au départ, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Où est-ce qu'on en est à date et quels sont vos horizons justement en matière de fusion? On espère de pouvoir clôturer cette transaction en été prochain. On attend encore... Mais elle a été repoussée déjà plusieurs fois. Non, en fait, on a annoncé en juillet dernier. Et puis après, ce qui se fait qu'on annonce qu'on va combiner deux entreprises, c'est qu'on a besoin de démonter beaucoup de pays s'ils trouvent que c'est une bonne idée. Alors, on avait presque une quarantaine de pays où il fallait mettre en dossier, expliquer ce qu'on allait faire pour qu'ils disent « OK, ça nous va pour vous, avançons sans notre problème ». Il nous manque deux, il nous manque la France et les US actuellement. On est en bonne discussion avec les deux, mais il y a beaucoup de questions posées parce qu'en fait, tout ce qui est spatial et satellite est devenu vraiment quelque chose où les pays s'intéressent énormément. Alors, on a beaucoup de questions pour bien comprendre ce qu'on fait et pour voir si ça chaîne d'autres choses sur soit les spectres, soit la concurrence. A priori, ça ne chaîne pas la concurrence parce que c'est vraiment deux choses très différentes qu'on combine. Souvent, quand on a des questions, c'est parce qu'on a deux gros qui se mettent ensemble et commencent à dominer un marché. Ici, c'est deux choses vraiment différentes. Mais comme c'est vraiment différent, on a quand même des questions qui essaient de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ça prend un peu de temps. On s'attend qu'il y ait encore 3-4 mois et après, ça va passer. Et il y a beaucoup d'analystes qui disent aussi que cette alliance, entre guillemets, du All Space, donc les GEO, et du New Space, les LEO, c'est quand même aussi souvent des mariages un peu incompatibles. C'est finalement aussi des mondes qui n'ont pas forcément vocation à se rencontrer, à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous leur répondez justement ? Ça fait depuis 2 ans déjà qu'on travaille avec OneWeb parce qu'on a fait une première petite part avec une acquisition des 18% il y a 2 ans. Alors déjà depuis 2 ans, on travaille avec eux et c'est clair que ça vient un peu de deux cultures différentes, mais je pense qu'il y a vraiment une force à se rapprocher, à avoir cet esprit entrepreneurial, vraiment volonté de développer quelque chose de nouveau.
Et puis nous qui vient quand même avec beaucoup d'années d'expérience, de travailler avec les chaînes des fournisseurs, les terminaux, etc. Et on essaie quand même de faire un mariage des deux choses pour du bien plutôt que se taper les uns sur les autres. Et donc ça va vous coûter environ 800 millions d'investissements par an, hein, à peu près jusqu'en 2029. Est-ce que le risque justement pour une société comme Eutelsat, c'est de prendre un peu plus de risques financiers et donc aussi un peu plus de risques aussi avec ses investisseurs, ses actionnaires, moins de profits, moins de dividendes? Est-ce que vous avez déjà commencé un peu à évoquer le sujet? Oui, on a dû évoquer le sujet parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, Eutelsat a été une entreprise qui a payé beaucoup de dividendes. Oui, c'était très profitable. très, très rentable et on les rendait tout cet argent qu'on gagnait là vers les actionnaires. Ça avait une yield dividende qui était parmi les plus élevées en France. Et ce qu'on a dit cet été, c'est dire, tiens, on va arrêter ça. Ça, c'est fini. C'est fini. Au moins pendant 3 ans, on ne va plus payer des dividendes du tout parce qu'on va investir dans des satellites qu'on va envoyer en espace. Et c'est clair, il y a un certain nombre d'investisseurs qui disent tiens, ça c'est plus pour moi, et moi c'est mes fonds de retraite, j'ai besoin d'une dividende. Il y a aussi des fonds spécialisés qui disent moi je ne peux pas être dans un investissement qui ne paye pas de dividendes. Mais heureusement, on a d'autres actionnaires qui disent ça nous va bien. On a vraiment envie de développer ces projets avec vous. On a vu l'entrée sur notre capital des CMA CGM, qui est un grand maritime. Et lui, il a dit, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse, il a même lancé un petit projet spatial chez lui, mais ça l'intéresse aussi d'entrer sur ce projet-là. Il est monté presque 10% dans les capitales de Eutelsat. BPI France également. Oui, BPI France est monté à 25% parce qu'eux aussi, ils sont vraiment en soutien fort chez nous. FSP est aussi un investisseur chez nous qui soutient ce projet-là. Et puis, on va ramener les actionnaires des OneWeb chez nous. On va faire l'acquisition et on va les faire en action. Alors, ça va être les mariages aussi au niveau du conseil d'administration. Un petit mot de la bourse, justement, puisqu'on parle d'investissement. Donc là, on est autour de 7 € l'action, hein, quelque chose comme ça. Alors, quand on regarde là sur 1, 2 ou 3 ans, on voit quand même que ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Le plus haut à 10 ans, 32 € en 2015. Le plus haut de l'année, à peine 12 € ou environ 12 €. Comment est-ce qu'on fait revenir, justement, vous en parliez à l'instant, mais comment est-ce qu'on fait revenir les investisseurs? Comment est-ce qu'on redonne confiance? Et quel est justement votre objectif là avec le cours? C'est clair que là, avec cette combinaison avec OneWeb, on va changer un peu le profil d'investissement. C'est plus un investissement qui paye une dividende mais qui ne donne pas beaucoup de croissance. On va devenir une entreprise qui fait de la croissance. Oui, un fonds de portefeuille de long terme. C'est une portefeuille de long terme, des croissances, et croissance dans une monde plus tech qu'avant, parce que c'est clair que la connectivité, c'est un peu plus tech, software qu'avant. Et ça va être d'autres types d'investisseurs qui sont plus stratégiques, plus long terme pour venir... Donc là, le message sur la bourse, c'est de dire on recherche d'autres investisseurs. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'action ou le cours ou l'histoire que vous avez connue précédemment. C'est clair que ce n'est pas l'histoire d'une grosse dividende, c'est une histoire d'une entreprise qui va être en croissance en 2 chiffres dans les années à venir, avec qu'on allume tous les réseaux de OneWeb, mais on a aussi besoin d'investir derrière. C'est l'histoire que vous voulez raconter. C'est l'histoire qu'on raconte, oui. Un petit mot pour finir sur vos engagements en matière de responsabilité environnementale, parce que la pollution spatiale, c'est un sujet aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement les démarches, mais peut-être aussi les histoires que vous racontez autour de ça, mais les démarches que vous avez effectivement développées, parce qu'il y a aussi une logique, j'ai cru comprendre, de rationaliser du coup de plus en plus les équipements. J'allais dire, même dans l'espace, finalement, on fait aussi des économies de matière, d'énergie, de production. Oui. Alors, les RSE, chez nous, ça a des éléments qu'on retrouve, je pense, chez pas mal des entreprises, autour des réductions du carbon footprint et la diversité, etc. C'est des éléments que nous, on travaille, bien sûr, comme beaucoup d'autres entreprises, dans le monde technologique, on travaille notre propre footprint là-dessus. Ce qui prend un peu plus particulier à nous, c'est qu'on a aussi une vocation autour de ce qu'on appelle sustainable space, l'espace. Et on a fait des commitments sur ce qu'on appelle les net zero space, qui est autour de la gestion des débris, de temps à l'autre simplement savoir quels sont les débris qui se retrouvent déjà dans l'espace, commencer à cataloguer et commencer à discuter comment est-ce qu'on réglemente cet espace qu'on a forcément ensemble. Ouais. Ça ne peut pas être que la France ou un seul pays qui le fait. Il faut forcément que c'est des réglementations internationales. Et ça prend
longtemps pour se mettre d'accord là-dessus, mais à un moment, il faut y arriver parce que surtout en orbite basse, il y a beaucoup plus de débris, beaucoup plus d'objets en orbite basse. Déjà parce qu'on envoie beaucoup plus de choses en orbite basse. C'est moins un problème, là, à 36 000 km, il y a plus de place et beaucoup moins de satellites. Mais en orbite basse, il faut vraiment commencer à réglementer et surtout se mettre d'accord avec les gros Américains pour les mettre un petit peu sur les bons chemins de la RSE aussi. Bon, des discussions avec vos homologues outre-Atlantique à avoir dans les prochaines années. Merci beaucoup, Eva Berneke, d'être venue nous voir aujourd'hui, directrice générale d'Eutelsat dans Ecorama sur Boursorama.